Je t'ai envoyé des messages à 3 heures. Donc, continuer à fumer, c'est mourir, et arrêter de fumer, c'est mourir. Donc, en fait, le fumeur est coincé entre la peur et la peur. Tu le crois ou pas, on y est allé, 4 heures après, je fumais plus. Putain. Et c'était ma dernière chance de survie, c'est-à-dire que t'avais déjà essayé plein de choses. J'avais surtout essayé de pas réussir, quoi. En fait, non, mais, mais oui, tu sais, quand t'es dans crois. ce cas-là, moi je le dis dans mon spectacle, c'est dramatique, quoi. Et alors, la nicotine a ça de fantastique, c'est qu'elle se nourrit de nicotine. Donc plus tu fumes, plus t'as envie de fumer, c'est la beauté de la chose. Et donc, en fait, c'est-à-dire que tu ne penses que tu ne peux pas arrêter. Mais, à l'inverse, moins tu fumes, moins t'as envie de fumer. Je vous présente donc Mathieu Ducret, un mec plein de talent qui fait un spectacle génial et déculpabilisant dans lequel il raconte son sevrage tabagique. Ça s'appelle Complètement fumé. Bonne écoute et bon sevrage. Salut Mathieu. Merci de venir jusqu'ici. Mais je t'en prie. Je te plug tout de suite le micro. 1, 2, 1, 2. Tu m'entends? Ouais. Paris-Bordeaux-Le Mans, comme disaient les anciens seigneurs du son. Et oui, je ne suis plus tout jeune. Paris-Bordeaux-Le Mans, c'est ce qu'ils disaient à la télé. Ah ouais? Ouais, parce que dans Paris-Bordeaux-Le Mans, tu as toutes les voyelles, les consonnes. Ah, excellent. C'était le test, Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans. Et voilà, donc j'ai 75 ans. Alors, tu as 75 ans, on va le vérifier si tu as 75 ans dans tes poumons. Ah oui. J'adore faire cet exercice de monter 5 étages pour voir comment ça se passe au niveau de la respiration, si l'invité manque d'air ou pas. Et je suis d'autant plus contente de te faire subir cette expérience parce que, bon, je spoil un peu déjà, mais j'ai pris plein de notes pendant le spectacle que tu as fait et je sais qu'à un moment donné, tu n'allais plus chez les gens qui habitaient au 4e, 5e ou 6e étage. Non, mais tu sais que ça a été l'une des fulgurances les plus rapides en quelques jours. Mais vraiment, hein, c'est hallucinant. Vas-y, raconte-moi ça en montant. On y va, l'américaine. En quelques jours, effectivement, parce que moi j'étais dans un état de détresse absolument infernal. Ouais. J'avais des douleurs. Je sais pas si les gens ont des douleurs, je sais pas ce qu'ils te racontent, les types qui fument. Mais moi, 2 paquets à 40 ans, je peux te dire que j'avais mal dans le dos, ici, là. What? Là. Ici. Ah ouais? J'avais des petits picotements. Ok. Tu vois? Et putain, j'étais essoufflé, c'était hallucinant. Et ce qui m'a vraiment perturbé, c'est de voir qu'en quelques jours, c'était parti. Ah, c'est fou! Ouais. Ça, tu donnes un très bon argument, c'est-à-dire qu'on peut expérimenter, c'est vrai, très rapidement. Très rapidement. Quand on vous Et alors, je vais te dire un autre truc, c'est que moi, j'ai commencé à fumer. Toi, t'as fumé? Bah oui, pendant 20 ans. T'as commencé à quel âge? Bah, vers 15 ans. Voilà. Et ben moi, c'est un peu pareil, un peu plus tard. Mais donc, je me connaissais pas une vie d'adulte sans être fumeur. Ah ouais. Alors attends, je te coupe parce que là c'est un truc de ouf, on vient d'arriver au 5e. Déjà? T'es comment? Je suis au top. C'est fou. Ouais. Et à une époque, limite, on pensait que t'arrivais, que t'avais fait un footing. Ouais, c'est ça, c'est ce que je raconte dans mon spectacle. Mais effectivement, c'est vrai. Bon, ouais, bah bienvenue. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on disait dans les escaliers? Alors, dans les escaliers, on disait qu'effectivement, moi, j'ai arrêté de fumer parce que à la quarantaine, comme je vais pas te faire mon spectacle, mais il n'y a pas de fumeurs qui, passé 40 ans, ont envie de continuer à fumer. Ou alors, c'est des menteurs. Et donc, moi, à 40 ans, je me sentais pas bien. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais pas faire d'enfant, parce que je vais mourir. Ah, waouh. Ah oui. Ben, à 2 paquets, ton espérance de vie, elle est à la soixantaine, quoi. Tu vois, donc... en fait, c'était pas très rigolo, pas très agréable. Et je me disais qu'il fallait que j'arrête, mais je ne pouvais pas. Et c'est grâce à ma tante, qui habite dans le quartier, que je salue, Martine Lelouch, donc la sœur de Claude Lelouch. Bisous Martine. Merci Martine. Je te remercie parce que grâce à elle, je suis en vie. Et elle est en vie elle aussi, parce qu'elle fumait quand même à plus de 60 ans, 2 paquets elle aussi, quoi. Tu racontes pas ça dans ton spectacle? Non, c'est perso. Je Ok. dis si, je dis à un moment donné ma tante Martine, selon les versions. Ok. Parce que j'improvise pas mal. Et c'est perso, mais là, tu sais que t'es sur un podcast et qu'il y a des images qui vont être diffusées sur les réseaux. Eh ben Martine, On coupera. on sera tout à fait gré. Claude Lelouch n'a jamais fumé, n'a jamais bu. Il vient de sortir son dernier film, il est frais comme un gardon, voilà. Et Martine, bah écoute, moi, ça faisait 10 ans qu'elle me courait après. Elle me disait, arrête de fumer, fais comme moi. Alors moi, j'ai arrêté de fumer grâce à la méthode Alan Carr. Et donc, elle m'a dit, je t'inscris, je connais Eric Serre, le directeur de la méthode Alan Carr, je t'inscris. Un soir à Montmartre, hein, tout ça se passe à Montmartre. Et elle me chope dans un restaurant, c'était au Petit Bleu exactement, un petit couscous que je recommande à tous. Ah oui, tout à fait. Très très bon, chez Samir. Et donc, je la croise par hasard, elle me dit, écoute, tu fumes toujours? Et là, je dis, oui, voilà.
Je t'inscris, il y a une séance dans 2 jours. Et là, moi, j'invente n'importe quoi. Je dis, non, mais dans 2 jours. Moi, ma copine, à l'époque, habitait à Aix-en-Provence. Je dis, mais dans 2 jours, je suis à Aix-en-Provence, mais c'est impossible, je suis pas là. Et, Meilleur argument. voilà. Et j'avais un pote qui voulait arrêter de fumer avec moi. Je sors du restaurant et je l'appelle. Et je lui dis, écoute, est-ce que là, c'est gratuit, elle nous branche dessus. Et il me dit, bah allons-y, quoi. Lui, il fumait, mais je te jure, alors lui, 2 paquets. Et il est bouffé, les clopes, quoi. J'ai jamais vu un mec fumer aussi vite que lui. C'est-à-dire qu'il faisait comme ça. En une latte. Incroyable. Je le salue aussi, il habite dans le quartier, Philippe Sébiro, mon ami. Et donc, il m'a dit, ok, on y va. Et tu le crois ou pas, on y est allé, 4 heures après, je fumais plus. Putain. Incroyable. Incroyable. Et c'était ma dernière chance de survie, c'est-à-dire que t'avais déjà essayé plein de choses. J'avais surtout essayé de pas réussir, quoi. En fait, non, mais, mais oui, tu sais, quand t'es dans crois. ce cas-là, moi je le dis dans mon spectacle, c'est dramatique, quoi. T'y arrives pas, tu tiens jusqu'au moment où tu tiens plus, quoi. Tu vois. Et donc, j'ai réussi, j'ai tenu. Donc, je remercie Éric Serre énormément du fond de mon cœur qui fait que je suis en vie et que ma tante est encore en vie et que mon ami Philippe est encore en vie parce que lui aussi a réussi à arrêter. Et voilà, il y a un moment où, comme je le dis dans le spectacle et comme c'est la réalité, tu flippes, quoi. Enfin, c'est pas rigolo, c'est plus rigolo. Ouais. Tu vois, c'est comme toutes les addictions. Pareil pour l'alcool, pareil pour les drogues dures, je connais pas trop. Mais il y a un moment donné, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon et tu n'y arrives pas, tu vois. Et donc, tu rentres dans un truc absolument hallucinant où tu fais un truc que tu ne veux pas faire. Et alors là, dans la tronche, merci Bernard pour paraître très jeune à nouveau. C'était une émission de télé de l'époque. Et d'ailleurs, pour paraître très jeune, je suis sorti hier, d'ailleurs c'est pour ça que je suis fatigué, et j'ai été dans un cabaret dans le 15e et je vois que tu habites rue des Martyrs. Donc moi j'ai bien connu Michou. Ah bah vas-y, balance mon adresse sur les réseaux. Je dis pas le numéro, mais je dis que Michou, paix à son âme, que j'ai bien connu et que j'adorais. Michou, c'est un type qui a cramé la vie par les 2 bouts, qui buvait 2 bouteilles de champagne par jour, qui est mort à 80 ans passés. Et j'ai rencontré hier un autre type qui s'appelait pas Michou, mais Mika, dans le 15e, s'appelle chez Michel, rue Viola, je crois. Mais le mec, je dois l'interviewer également, il a fait sa vie, quoi. C'était une époque, comme je le dis dans mon spectacle, toi t'es jeune, mais tout le monde fumait, quoi. Le mec qui fumait pas, c'était louche. Attends, t'as quel âge ? Bah, on demande pas son âge à une femme, en fait. Vas-y, on s'en fout. Allez, j'ai... quel âge j'ai ? Putain, bon, invente, mais j'ai... Non, je suis né le 4 janvier 1973, donc je vais avoir, 52 ans dans peu de temps. Ok. Voilà. Et en fait, c'était une époque, moi, quand j'étais minot, ce que je dis, tout ce que je raconte dans mon spectacle, et d'ailleurs, j'invite les gens à aller le voir, c'est un spectacle extraordinaire. Attends, ouais, viens, on va reprendre un peu les choses dans l'ordre. Je te coupe, mais donc... Mathieu Ducré, spectacle qui s'appelle Complètement fumé. Oui, tout à fait. J'ai vu que tes prochaines dates, c'était Bolbec, dans un lycée, alors, au moi, Palais des Congrès. Lycées, maintenant, je joue pour les jeunes, tu vois. Je joue... Non, mais c'est ça, vrai. on va en parler, c'est trop bien. Ouais, donc Bolbec dans un lycée, effectivement, le lycée Pierre et Marie Curie à Bolbec. J'ai 2 dates. Et je le joue également à Digne, dans la salle des fêtes de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. 3 représentations exceptionnelles, n'est-ce pas ? Et voilà. Et donc, oui, aujourd'hui, la vie de ce spectacle, c'est dans les lycées, dans les universités. Donc si on veut prendre des places pour ton spectacle, on va sur ton site, sur quoi ? Ouais, enfin surtout on se renseigne, oui, par rapport aux dates que je mets, et puis on vient voir. Je joue plus au théâtre, je le joue vraiment là en ce moment dans les lycées, dans les universités. Au lycée aussi, on peut prendre des places ou c'est ouais, pour les bah, lycéens ? Après, faut connaître, c'est compliqué, quoi. C'est pour les lycéens en fait. Ok, mais à la salle des fêtes de Digne, on peut. C'est pas la salle des fêtes, c'est le palais des congrès. Pardon. S'il te plaît. Ok. Tu veux que je m'en aille tout de suite ? Je remettrai toutes les infos en ligne si on veut prendre des places. Donc, tu as monté ce spectacle il y a 5 ans ? 5 ans, ouais, un peu plus parce que c'était avant le Covid et en fait j'ai monté le spectacle, j'étais super content, je l'ai joué à Montmartre, dans le quartier, au théâtre Montmartre-Galabru. Je salue Eric, d'ailleurs, le directeur. Et en fait, j'ai commencé à le jouer et puis il s'est arrêté. Voilà, comme toutes les activités se sont arrêtées avec la Covid, pardon. Le Covid, je sais plus si c'est masculin ou féminin. Et après, je l'ai repris à Avignon. Donc, quelques années plus tard. Putain, t'as fait Avignon, bravo. J'ai fait Avignon avec ce spectacle. Et après, je l'ai joué au Théâtre du Gymnase à Paris. Je l'ai joué à la Divine Comédie à Paris. Et après, voilà. Après, il y a des proviseurs, des directeurs de lycée qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais ce serait pas intéressant de jouer dans le lycée. Je dis, bah ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et voilà, la vie de ce spectacle
spectacle maintenant et dans les lycées. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que au-delà du spectacle, donc je l'ai adapté pour les plus jeunes. Et puis surtout, derrière, il y a un débat. Il y a un débat avec tabacologues et addictologues et les infirmiers, infirmières des lycées ou des universités. Et en fait, c'est super parce que ce spectacle, donc c'est un peu du stand-up, du coup c'est très participatif, voilà, on rigole, c'est pas du tout moralisateur, donc voilà, on se marre bien. Et puis après, ben on pose des questions, et là c'est vraiment extra parce que on apprend plein de choses sur les addictions de manière générale. Hein. Moi, je parle de la cigarette, c'est l'addiction la plus simple, voilà, la plus tolérée, la plus facile dont on peut parler. L'alcool, c'est compliqué, les drogues dures ou même douces, c'est un peu plus compliqué Ça se aussi. démocratise, on en parle de plus en plus quand même. Ouais, mais vraiment la cigarette, on peut en rire. L'alcool, c'est difficile vrai. d'en rire. C'est vrai. Parce que moi, je raconte dans mon spectacle, donc c'est la vie d'un fumeur. Et la vie d'un fumeur, on peut se marrer avec la vie d'un fumeur. La vie d'un alcoolique, on rit moins parce que forcément, ça arrive tout de suite à des violences, à des choses pas rigolotes, quoi. Et la cigarette, ça n'engage entre guillemets que le fumeur, entre guillemets. Et donc, voilà, à travers la vie de ce fumeur que j'incarne, en fait, c'est la vie de tous les fumeurs. Et c'est ce que raconte Eric Serre dans sa méthode, donc la méthode Alan Carr que donc je salue. Parce moi, j'ai arrêté de fumer, puis après, moi, je faisais des sketchs à la télévision, je bossais beaucoup en télé, je faisais des chroniques, j'étais sur M6, sur France 2, sur France 5, et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse de la scène, quoi. Et je voulais pas juste faire des blagues, faire des vannes pour faire des vannes, tu vois, je voulais pas faire du stand-up facile, et je me suis dit, faut trouver un truc. Et puis j'ai appelé des copains auteurs, Raphaël Potier, que je salue au passage, et lui, il m'a dit tout de suite, mais ton histoire de la cigarette, alors que lui ne fume pas, ne boit pas, il me dit, c'est intéressant. Et on a écrit ce spectacle, et on s'est inspiré de la méthode Alan Carr, d'Eric Serre, donc qui lui a suivi tout ce qu'on écrivait, en fait, il a corrigé plus ou moins, enfin, il n'y a pas d'erreur dans mon spectacle, quoi. C'est vraiment la vie d'un fumeur. C'est vrai que tout le monde peut se reconnaître, ou tout le monde peut reconnaître quelqu'un quand tu fais ces... Ouais. Et c'est là où c'est assez fantastique, c'est que finalement, c'est même les jeunes, quand je le joue dans les lycées, tu te rends compte que je les joue devant Mais oui, attends, ça c'est ouf. Donc tu joues pour les lycéens et tu adaptes un peu avec la puff et la vape. Ouais, la puff, la vape. Comment tu fais ça alors? C'est-à-dire que dans mon spectacle, à un moment donné, le mec, il essaye tout pour arrêter de fumer, et donc, comme moi, d'ailleurs, à un moment donné, il essaye la cigarette électronique. Alors à l'époque, il n'y avait pas la puff, moi, quand j'ai arrêté de fumer, mais aujourd'hui, il y a la puff, et la puff, bon, va être interdit maintenant. Là, on en a parlé encore quelques jours aux informations. Oui, ça s'en va, ça revient, tu vois. Mais le truc, c'est que les jeunes, ils fument la puff avant de fumer des clopes. Et en fait, ils s'en foutent complètement, je vais te dire le truc. Et c'est là où le passage de mon spectacle les concerne. Mais oui, c'est fou. Moi, je vais, en tant qu'ancien fumeur, acheter une cigarette électronique. Et le vendeur, qui me vend du paprika ananas, de la menthe poivrée, l'enfer. Voilà. Elle me dit, mais si pour vous, monsieur, la cigarette électronique, c'est une porte de sortie au tabac, pour les jeunes, c'est une porte d'entrée. Bon, on leur vend n'importe quoi. On leur vend des Mr Freeze, ils adorent ça, ils les fument, c'est fantastique. Normalement, on n'a pas le droit, c'est interdit à moins de 18 ans, on leur met de la nicotine, mais tout le monde s'en fout. Et donc, ils ne savent pas qu'ils fument de la nicotine. Alors, ils me disent, ouais, monsieur, parce que je suis un âge où on dit monsieur, encore une fois. Monsieur, la nicotine, c'est pas dangereux pour la santé. Non, c'est vrai en tant que tel. C'est pas dangereux. Sauf que, dans le débat, ce que j'explique avec tabacologue, addictologue, avec des gens qui sont qualifiés, c'est Toi, t'es pas qualifié? Si, mais c'est un métier. Hein. C'est vrai. Tu vois. J'ai pas fait la formation tabacologue, ouais, un peu la flemme, mais c'est vrai que c'est un métier. C'est un métier, et d'ailleurs, ce qu'ils disent souvent, et j'adore faire le débat avec eux, parce que moi, avec ma grande gueule, évidemment, j'ai beaucoup d'expérience, et eux, ils disent, dans mon spectacle, à un moment, je raconte, et donc ça, c'est tiré de la méthode de Alan Carr aussi, c'est pas arrêter de fumer, c'est pas une question de volonté. Voilà. Moi, à un moment donné, ma femme, elle est espagnole, elle parle comme ça, de toute façon, t'as pas de volonté, si t'avais de la volonté, j'aurais déjà arrêté de fumer. Je dis, moi, j'ai pas de volonté, moi, je suis capable de traverser Paris à 4h du matin pour trouver le tabac à Place de Clichy qui est encore ouvert, moi, je suis capable de tout faire pour fumer, me dis pas que j'ai pas de volonté. Et c'est pas une question de volonté, c'est qu'en fait, on est pris dans un piège incroyable. Et les tabacologues et les addictologues le disent très bien, et ils disent, en fait, si c'était une question de volonté, notre métier n'existerait pas. Mathieu ne ferait pas de spectacle, on n'en parlerait pas, ce serait tout à fait banal d'arrêter de fumer. Or, c'est pas vrai. Donc, c'est pas une question de volonté. En fait, quand on commence à fumer, c'est ce que j'explique aux jeunes avec la nicotine. La nicotine, je le dis au passage, c'est la drogue qui a la vitesse de propagation la plus rapide.
devant l'héroïne. Hein. Donc, je parle de vitesse de propagation, de dépendance. Et donc, en fait, au bout d'un moment, tu as des capteurs nicotiniques qui, Spider-Man, tu vois, qui s'ouvrent chez toi. Et donc, plus tu fumes, et ça, c'est une autre phrase de mon spectacle, et que je remercie Eric Serroussi et la méthode Alain Carr, c'est plus tu fumes, plus tu en as besoin, et plus tu en as besoin, plus tu as l'impression que ça te sert à quelque chose. Et en fait, voilà, c'est tout le piège magnifique des drogues, c'est qu'en fait, t'en as besoin. Et donc, après, tes capteurs, en tout cas les capteurs nicotiniques, que tu enclenches quand tu fumes, par exemple, des puffs. Parce que les jeunes, ils fument des puffs, ils n'ont jamais fumé de clope. Mais comme ils font des petits trucs très marrants dans les tabacs, ils sont malins. C'est pas encore les paquets noirs pour la puff. Donc, tu vas dans un tabac ou dans un truc de cigarette électronique, tu as des martiens de Mars Attack très très sympas, de toutes les couleurs et de tous les parfums. Et donc, les jeunes, moi, ils me l'ont dit, hein, ils font la collecte. Mais c'est comme, et je vais encore être très jeune à nouveau, les images Panini. J'ai là 75 ans maintenant. Et du coup, les arguments des jeunes. Oh là, la phrase de vieille, c'est l'enfer. Toi aussi? Ouais, de temps en temps, ça me picote un peu. Les arguments des lycéens, t'arrives facilement à les démonter. C'est toujours les mêmes arguments. C'est des arguments de petits chatons. C'est des bons arguments. Comment en fait, tu gères ça? Alors, c'est comment ta posture? Ce que je dis à posture? la fin de mon spectacle, moi, si j'ai commencé à fumer, c'était en fait que pour des mauvaises raisons. Ouais. D'abord, c'était pour faire comme les autres. C'était pour être aimé, parce qu'on commence à fumer comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, vas-y, continue. Je cherche un truc. Donc c'était pour faire comme les autres. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un aveugle fumer. Et donc en fait, Ah putain, c'est une je me suis jamais fait la remarque, c'est Ouais. vrai? Non mais attends. Non, il y en a qui fument, il y en a qui fument. S'il fumait avant de devenir aveugle? Non, c'est pas ça. Alors ça, on sait pas. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que finalement, tu fumes par mimétisme. Ouais. En fait, tu fumes pour faire comme les autres. Et tu fumes, généralement, ça commence... Toi, tu m'as dit que tu as commencé à 15 ans. Moi, dans mon spectacle, je commence à 14 ans. Je le sais maintenant, pour le faire dans les lycées, en fait, ça commence au collège. Les gamins, ils commencent à fumer... enfin, les gamins, moi, j'en étais un. Mais c'est vers l'âge de 14-15 ans, tu fais tes expériences. Et là, c'est tout à fait normal. Tu as 70%, et ça, c'est ce que j'apprends avec les tabacologues et addictologues, 70% des jeunes qui fument, qui ont testé en tout cas la cigarette avant 17 ans. Et donc c'est normal, tu fais tes expériences. Après, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, et là c'est une phrase que je garde pour le débat, mais je dis pas dans le spectacle, c'est moi en tout cas quand j'ai fumé, je me suis fait gauler par mes parents évidemment, comme beaucoup de fumeurs. Et j'avais 17 ans à l'époque quand je me suis fait gauler à peu près. Et ma mère m'a dit, bah écoute, arrête de fumer, machin. J'ai dit, ça va maman, j'arrête quand je veux, c'est bon. Ouais, pareil. Donc ça c'est la fameuse phrase à 17 ans. À 35 ans, c'est ouais, c'est bon maman, j'arrête quand je peux. Et puis à 40 ans, c'est maman, 45 ans, 50 ans, c'est de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que l'état de fumeur n'est pas le même à 17 ans qu'à 40 ans. En fait, tes capteurs nicotiniques qui se sont développés, parce qu'ils sont très très malins, ces petits capteurs, tu ne peux plus arrêter de la même manière que tu arrêtes à 17 ans. Et donc, en gros, moi, dans mon spectacle, quand je le joue dans les lycées, les universités, je raconte la vie d'un gars comme moi qui a fumé jusqu'à 40 ans et qui est au bout de sa vie, qui pense qu'il va mourir. Enfin, vraiment, c'est pas drôle. Enfin, c'est drôle. Le spectacle est drôle, mais la vie de ce mec-là est pas drôle. Et on en rit d'ailleurs, et tant mieux. Et finalement, à la fin, c'est est-ce que ça vous paraît normal, pas normal? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce que le spectacle, il y a des choses fausses dedans? Et ben là, à coup sûr, hein, du haut de leurs 17 ans, ils me disent, c'est en fait, c'est la vie de mon père, c'est la vie de mon oncle, c'est la vie de mon frère, de machin. Et en fait, c'est exactement ça. Et je leur dis, encore une fois, très jeune, aux petits jeunes qui n'en veulent, je leur dis, mais en fait, ce qui m'arrive à 80%, c'est ce qui va vous arriver si vous continuez à fumer. Et il n'y a pas de morale là-dedans, c'est qu'en fait, c'est logique. C'est la suite logique des choses. Oui, tu diffuses l'information, quoi. Voilà. Et donc, la nicotine, pour finir, la nicotine ne tue pas, mais la nicotine développe des capteurs nicotiniques et font que, on va dire, un fumeur sur deux de vapotage, de cigarettes électroniques de puff, va passer à la cigarette. Ouais. Voilà. Et là, j'aime pas, je suis mon moralisateur, je m'en fous un petit peu. Et encore une fois, hier, le monsieur que j'ai vu à 70 ans, qui était, j'ai vu une scène de la cage aux folles, la biscotte, dans un cabaret où ça clopait encore. Ça clopait encore, le mec avec un respirateur. Voilà, c'était une époque. Et lui, c'est pas contre la cigarette, lui, il lui dit, on n'a plus rien de faire, fuck you, quoi, il y en a marre. Mais ça, c'était une autre époque. En tout cas, moi, je vois un truc, tous les anciens, donc moi, j'ai donc 50 ans, 52 ans, quoi. Tous ceux qui ont 70 balais, qui fumaient, qui buvaient et exitent les parasites, quoi.
Et c'est terrible, je perds tous mes potes, quoi. Ouais. Et c'est à 70 ans, quand t'as bien bu, quand t'as bien fumé, c'est là où ça se passe, quoi. C'est moche. Et du coup, l'argument des jeunes, qu'est-ce qui leur fait un vrai déclic? Alors, concernant la cigarette, les jeunes, ils sont pas pour. En fait, c'est super, effectivement. Les paquets noirs, tout ça, ça marche. Le prix de la cigarette, et puis ça pue de la gueule et tout machin. Donc les jeunes, ils disent non, la clope, c'est bidon. Par contre, Mais la vape, comment ils résistent à la vape puff, c'est pas qu'ils résistent, c'est qu'ils commencent à fumer la vape avant de fumer de la clope. Oui. Et eux, ils se disent, en fait, c'est un effet de mode. Alors, j'en ai parlé beaucoup avec les tabacologues, addictos et tout. On ne sait pas si c'est effet de mode. Est-ce que le jeune qui va fumer à 15 ans, à 17 ans de la vape, va derrière après, ou de la puff, va fumer de la clope? Il y a donc une chance sur deux qu'il y passe. Lui, il y pense pas, mais il ne sait pas les dangers. Il ne sait pas les dangers de la nicotine, parce que effectivement, je te dis, on vend des martiens, des trucs, c'est pas dangereux. Et puis en plus, c'est là où c'est scandaleux. Quand je te disais dans mon spectacle, c'est qu'ils fument des Mr Freeze, tout est fait pour les jeunes. Hein. Enfin, t'as l'impression d'être dans un magasin de bonbons. C'est comme s'ils achetaient des baskets, et ça rentre dans une trousse. Tu fumes, ça pue pas de la gueule quand t'es chez toi. Enfin, tout est possible en fait pour fumer. Ils ont contourné complètement le problème. Et l'argument qu'ils se font manipuler, ou alors que écologiquement, il n'y a rien qui va? Alors ça, c'est marrant, c'est un argument aussi, mais ils le savent pas forcément. C'est vrai qu'écologiquement, c'est une catastrophe, notamment pour la puff, puisque la puff, t'as des batteries. Il n'y a rien de recyclable dedans. Non, voilà, c'est du lithium qui est tiré dans des pays, évidemment, en Afrique, dans des conditions déplorables, par des enfants, en plus de ça. Ouais. Il faut des litres et des litres d'eau. Enfin, c'est une catastrophe écologique. Et puis, alors les cigarettiers, parce qu'il faut quand même savoir ce que je dis dans le spectacle aussi, c'est que la plupart des brevets des cigarettes électroniques et des puffs ont été achetés par les cigarettiers. Donc évidemment. Bah oui, ils sont malins les mecs. Et donc c'est une catastrophe écologique, mais ils payent la taxe écologique. C'est-à-dire que normalement tu es censé, oui, mais ils la payent. Donc tu es censé jeter tes trucs dans des poubelles, machin, mais c'est faux. En fait, un jeune sur deux, ça se retrouve dans les cours de lycée. Hein. Ils en trouvent partout des puffs. Donc voilà. Et après, on te dit oui, mais c'est vrai que la cigarette électronique, d'ailleurs, je sais plus où ça en est, mais je crois que ça a été validé il y a 1 an ou 2, comme étant on va dire une chose qui permettait d'arrêter de fumer, comme les patchs pour la nicotine. Donc la cigarette électronique, oui, moi j'ai arrêté avec ça, mais sans nicotine, c'est bien pour arrêter. Mais pour les jeunes fument de la cigarette électronique sans avoir fumé des clopes, quoi. Voilà. Après, de toute façon, tu feras jamais arrêter quelqu'un de fumer. Moi, c'est ce que je dis dans mon spectacle. Hein. Tu laisses tomber, quoi. Et j'ai reçu un message, d'ailleurs, si tu vas sur mon Facebook, encore, je suis très jeune, encore une fois. Ton blog. Il y a un mec, parce que j'ai un article dans le Télégramme à Brest, parce que j'ai joué la semaine dernière là-bas, et donc cet article raconte un peu ce que je suis en train de te dire, et le mec m'a mis, grâce à ton spectacle, j'ai arrêté de fumer. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Ouais. Bah ouais. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, vraiment. Et si je peux, en tout cas, moi, je prends du plaisir, parce que déjà, je suis cabot, je travaille à la télévision, je suis comédien, donc évidemment, on aime bien se mettre en scène, on aime bien tout ça. Mais derrière, comme je le disais tout à l'heure, si en fait, je peux, grâce à ce spectacle, faire réfléchir, et si je peux faire que des jeunes ne vont pas commencer à fumer ou vont arrêter de fumer alors que c'est encore possible, je suis super content en fait. Comme toi, tu vois, j'imagine que je sais pas ce que tu fais sur ton canapé chez toi, Henri des Martyrs, je ne donnerai pas le numéro, mais je pense que tu es contente quelque part. Non mais aussi. grave. Mais tu sais que j'ai écrit un bouquin. Oui. Oui, on s'était croisés le 31 tu mai. m'avais super branché dans la rue. Mais oui, c'est vrai. Oui, parce que j'avais vu ton spectacle à l'époque. Je t'ai reconnu, j'ai halluciné que tu habites aussi dans le quartier. Et je t'ai croisé par hasard pour le tournage d'M6 pour le 1945. Oui, exact. Petite. Pour le mois sans tabac, il y a quelques années. Ouais. Non, c'était là en mai dernier, c'était pour la journée mondiale sans tabac. Ah oui, d'accord. Le 31 mai dernier. Et je parlais de mon bouquin et de mon podcast. Ah, toi, oui, je croyais que tu parlais de moi, pardon. Et toi, t'étais passé. Moi, j'étais aussi... passé il y a quelques années aussi, pareil, sur M6, voilà, pour le mois sans tabac. Et c'est vrai, en fait, il y a un truc qui est incroyable, c'est que moi, je le dis dans mon spectacle aussi, je dis,
dire à un fumeur, donc c'est le mec qui est toujours sa femme, voilà, qui par exemple arrête de fumer, mais elle était très sympa, Lola, espagnole et tout machin. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que dire à un fumeur qui va mourir, qui perd de l'argent, il le sait, les fumeurs sont des gens intelligents, ils savent tout ça, mais ça sert à rien en fait. Et il y a cette très belle phrase de Churchill qui dit: faites lire à un fumeur les raisons pour lesquelles il doit arrêter de fumer, vous allez voir qu'il va immédiatement arrêter De de lire. Et voilà, donc c'est tout un art. En fait, il faut pas dire aux fumeurs qu'il faut pas fumer. Alors attends, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, donc, on dit que pour arrêter de fumer, il y a un beau paradoxe, c'est pour arrêter de fumer, il faut que ça vienne de soi, mais il faut demander de l'aide. Un truc un peu comme ça. Et j'ai cru comprendre que toi, tu avais essayé tous les moyens de rater d'arrêter de fumer. Oui. Et un jour, en fait, tu as été mis au pied du mur, t'as pas eu le choix, quelqu'un t'a imposé ce Ma tante rendez-vous. Martine, ce Donc que je du te coup, dis. toi, on t'a obligé d'arrêter de fumer. Non, Comment mais alors en fait, c'est que Comment on analyserait ça en bah, psychanalyse? en fait, moi, ça faisait, je crois, 10 ans. Qu'à chaque fois qu'elle me croisait, et ça marchait parce qu'elle fumait comme une dingue. C'est-à-dire que moi, Ok. mon père qui ne fumait pas, ma mère qui a fumé un peu le cigare me disait arrêtez de fumer, ça ne marchait pas. Ma tante Martine, le louche, me disait, mais moi j'ai arrêté, elle m'a dit si j'ai pu arriver, tu peux le faire. Donc elle m'a pris par un autre levier. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais écoute, c'est complètement con, je t'inscris, c'est gratuit, je connais le mec, voilà, fais-le, quoi. Et là, j'avais plus d'excuses, quoi. Parce qu'en fait, réellement, et c'est ce que je dis au début de l'interview, il n'y a pas un fumeur passé 40 ans, et ça je le dis dans mon spectacle également, voilà, t'as fumé ton champ de tabac à 40 ans. Donc il n'y a pas un fumeur qui ne veut pas arrêter de fumer, ce n'est pas vrai. Et moi, j'ai des copains qui fument encore, alors quelques clopes, les fumeurs occasionnels, ceux-là, je les taille aussi dans mon spectacle, parce que en fait, ils fument mes clopes et pas les leurs. Tout simplement. Ils fument les CDA, ce qu'on Oui, appelle les j'allais dire, cigarettes tu parles des autres. CDA. Ouais, les CDA, c'est les clopes des autres. Et c'est pas vrai, il n'y a pas un fumeur qui a pas envie d'arrêter de fumer. Alors le mec qui fume, d'ailleurs, c'est prouvé nulle part que fumer une clope par jour, c'est moins dangereux que... Enfin oui, c'est moins dangereux que deux paquets, mais c'est... Non, encore que non, c'est pas... C'est nocif. C'est complètement nocif. Et dire à quelqu'un, ta santé et tout, moi qui ai bien fait la bringue hier avec Mika, qui est sous respirateur dans un cabaret où on fumait encore, on a bien bu du bon vin, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le truc, il est tout simplement qu'à un moment, tu vois, quand je te disais dans l'escalier, c'est très malin ton truc. Moi, j'avais des douleurs. Réellement, je n'étais pas fier, quoi. Et je me disais, comme j'avais commencé à fumer, comme toi, donc à 15, 16, 17, je savais pas ce que c'était une vie d'adulte. À 20 ans, j'avais des douleurs, mais je croyais que c'était les douleurs de l'âge adulte. Et c'est en arrêtant de fumer que j'ai réalisé qu'en fait, c'était des douleurs liées à la clope, quoi. Que Vas-y, énumère tout ce qui Alors, s'est j'avais des amélioré. petits picotements dans le dos, derrière, vers les poumons, comme des petits fourmillements, tu vois. Je toussais énormément le matin, mais laisse tomber la neige, quoi. Je pourrais être très jeune, encore une fois. Fumer. Non, mais je me réveillais, je toussais. J'étais essoufflé, évidemment, dans les escaliers. Et puis, en plus de ça... T'as tous les réflexes du fumeur qui font que la vie d'un fumeur aujourd'hui, donc faut savoir que c'est en 2006 qu'on a interdit de fumer dans les lieux de travail. Mais moi, je fais partie de cette génération où on fumait au boulot. C'est-à-dire que le jour où tu peux plus fumer au boulot, ta vie devient un cauchemar. Ouais. Je le dis dans mon spectacle, mais ça les jeunes ils savent pas. Mais putain, on prenait l'ascenseur pour descendre, se cailler les miches en bas de l'immeuble pour aller fumer. Moi je travaillais à M6 à l'époque. Ben, t'avais tous les gars de M6 alors qu'on fumait dans les bureaux qui se retrouvaient en bas. Donc tu retrouvais tes copains, tu fumais, c'était rigolo. Enfin mon cul quoi, parce que j'ai fait le calcul, je le dis dans mon spectacle aussi, à raison de 15 minutes par jour, voilà par heure. Ça fait 2 heures par jour, multiplié par 5 jours, ça fait 10 heures par semaine, multiplié par 4, ça fait 40 heures par mois. Et voilà. Et puis derrière, par 10 mois, puisqu'on bossait pas l'été, ça faisait 400 heures annuelles, évidemment, payées à cloper, le compte est bon. Et en fait, voilà, donc t'es vachement emmerdé quand tu fumes. Tu peux plus fumer dans les restaurants. Moi, je le raconte dans mon spectacle, je me foutais en bout de table. J'étais capable de déplacer une terrasse entière en plein mois de janvier. Enfin, je veux dire, de faire croire que c'était bon, on allait dîner dehors, quoi. Voilà, et puis après, moi je m'allumais des clopes aussi, j'attendais, oui, je ne demandais pas en fait. Je m'allumais une clope, parce qu'il faut savoir, quand tu connais bien un peu la technique de la cigarette, une taf ou deux suffisent. Donc moi je m'allumais une clope, et après je demandais si je pouvais fumer.
Excellent. Le genre de choses Le qu'on fait quand on est manipulateur. fumeur. Donc les fumeurs sont des gens intelligents, ils font tout ça. Il faut faire, Bien sûr. faire tellement de pirouettes pour Mais assouvir ouais. son besoin. Et donc c'est difficile d'être fumeur aujourd'hui, la vie est difficile. C'est pourquoi mon spectacle est drôle, parce que la vie de ce fumeur, c'est la vie d'un type qui souffre. Mm. Voilà. Ça fait des bonnes prises de conscience de pouvoir rire de certaines scènes et de sentir que, ah oui, en fait, tout le monde vit ça comme ça. Ce que quoi. je disais dans le télégramme de Brest, encore la semaine dernière, qui est arrivé hier, c'est qu'effectivement, faire rire, c'est le meilleur moyen pour parler d'une addiction. Dire à un fumeur, comme disait Churchill, et il y a cette très belle phrase aussi que je dis à la fin du spectacle, c'est ça. Ah, spoil. Tu spoil. Bon, en même temps, bon. Ok, vas-y. Hemingway, après Churchill, Hemingway. Allez. Hemingway disait, à 15 ans, on commence à fumer pour se prouver qu'on est un homme, et 15 ans après, on essaye d'arrêter pour la même raison. Ah, j'avais pas cette phrase dans mon livre quand je l'ai écrit, mais par contre, je l'ai écrit sur... Enfin, Ah, tu voles mes phrases. non, mais je savais pas. Parce qu'effectivement, j'ai commencé à fumer par rébellion, par besoin de me libérer. Voilà. Et j'ai arrêté de fumer parce que j'avais besoin de me sentir libre et j'étais plus libre. La clope m'avait Mais complètement c'est tout à fait esclavagisée. juste, ouais, ce que tu dis. Et je te parle même pas, effectivement, moi, c'est voilà, des gens qui me disent, en fait, j'arrête de fumer pour emmerder le capital, quoi, le grand capital. Et les mecs, ils ont commencé à fumer parce qu'ils pensaient que c'était des punks. J'avoue. Et ils réalisent qu'ils engraissent Philippe Maurice, quoi. C'est ça. Tu vois, donc ça, c'est aussi un moment, une prise de conscience. Ce que j'aime bien aussi, c'est, je pense que beaucoup de fumeurs apprécient ça, entre guillemets, c'est de savoir que c'était pas moralisateur, d'autant plus que tu as beaucoup fumé. Moi, j'étais vraiment la fumeuse référence de mon entourage, donc du Tu coup, fumais ça a combien, été t'as dit, un paquet par jour en moyenne. Bien, c'est le stade du fumeur normal, quoi. Je le dis C'est dans ça. mon spectacle. Ouais. C'est interactif, mon spectacle. Excuse-moi, je parle de moi, n'est-ce pas non, je plaisante. Mais à un moment donné, c'est comme c'est participatif, c'est un peu du stand-up et tout. Je dis, me laissez pas tout seul, qui fume ici. Ouais. Et je demande combien tu fumes, toi. Tu fumes combien? 3 clopes. Ah, c'est bon, t'es comptable et tout, c'est super. Ça, c'est dans la méthode Alan Carr, encore une fois. C'est Eric Serre qui m'a donné tout ça. J'ai un fumeur, tu fumes un paquet. Enfin, merci. Et en fait, tout est étudié pour que tu fumes un paquet quand t'es un fumeur moyen. Moi, un bon fumeur de paquets. Tu te souviens des paquets de 10? Ouais, bah oui, alors ça, c'est arrivé après. Moi, je me souviens, alors déjà, je me souviens des paquets, et ça, je le dis de mon spectacle, mais ça parle pas aux jeunes, c'était les Lucky Strike, les Chesterfield, c'était du marketing. On fumait la clope qu'on voulait être. Ouais. Moi, je fumais la Lucky Strike parce que c'était le gars qui avait ça sur le casque au Vietnam, et c'était le sigle des années 50, le rond rouge, c'était magnifique, quoi. Je sais pas quoi faire de l'info que tu me donnes parce que j'ai pas envie de donner de nom de marque de clope. Bah, aujourd'hui, Donc, c'est des comment on paquets va faire? noirs. Bah, aujourd'hui, c'est des paquets noirs, donc c'est fini. Et puis, il y avait les lights à l'époque. Et comme j'ai dit dans mon spectacle, j'ai dit à un moment donné, le mec, il va voir un tabacologue, et il dit, non, mais attendez, vous rigolez ou quoi, vous me donnez des médicaments, vous dites que j'allais mourir, je vais mourir, mais ça va pas ou quoi, je suis à peine de paquets, et en plus, c'est des lights. Je dis, bah, vous aurez un cancer Et en light. plus, c'est... Vous aurez un cancer light, c'est pas grave. Ah oui, tu parles même aussi de e-cancer. Ouais, les cancers, et ça, c'est les 2 fois où je parle de cancer, parce que j'en parle pas du tout pendant le spectacle, c'est, voilà, le mec, il fume la vaporette, enfin, la cigarette électronique, et il dit, ah ben, pendant que j'y suis, là, je vous donne votre formulaire pré-rempli, à nous renvoyer dans 30 ans, n'est-ce pas? Mais pourquoi je dois vous renvoyer un formulaire dans 30 ans? Et le mec dit, bah, pour nous donner des nouvelles de votre e-cancer, c'est l'avenir. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment. Alors oui, je ne dis pas, la cigarette électronique aide de nombreux fumeurs à arrêter de fumer, c'est très bien et tout. Mais bon, on ne sait pas trop ce que ça fait non plus, quoi. Ouais. Je voulais revenir sur le fait que tu étais un fumeur passionné à tel point que... Alors, je sais plus comment tu as dit ça, mais j'ai un souvenir que tu parles de kickers, donc ça m'a bien fait marrer. Ah putain, Que tu bravo, mettais- toi aussi, t'es pas toute jeune. Oui, j'avais pas mal de kickers quand Enlève j'étais ton jeune. masque. Et tu... Et quand... Attends, tu faisais quoi? Tu mettais des... Oui, alors ça c'est vrai, je le faisais, mais c'était pas des kickers. J'avais des espèces de petites tiags. Elles étaient bordeaux, je me souviens, j'adorais ça avec des talons. Et j'avais, pour de vrai, collé, parce que chez mon grand-père, faut savoir que mon père faisait une collection de boîtes d'allumettes. Ok. Et donc c'était rangé un peu en haut d'un placard et tout. Et les collections de boîtes d'allumettes, il y avait les allumettes espagnoles. Et moi, ça me fascinait. C'était quoi les allumettes Bah, espagnoles? les allumettes espagnoles, si tu veux, c'est des allumettes que tu allumais sans avoir besoin d'un grattoir. Ah oui, c'est celle-là. Ça a été donc. interdit après par la suite parce que c'était dangereux. Je savais pas Mais que c'était espagnol. Pour moi, c'était un truc américain où tu grattes ton jean Ouais, je sais et- pas pourquoi espagnol, c'est mon père qui m'a dit ça. Ok, Peut-être ok, c'est ok. américain. En tout cas, c'était, t'avais
pas besoin effectivement du grattoir. Et donc moi, quand je jouais au cow-boy, je raconte dans mon spectacle, et c'est vrai en plus, j'étais chez mes grands-parents avec un petit radiocassette, là j'enregistrais la musique des 7 mercenaires, et je lançais des couteaux contre un mur, je me prenais pour Steve Coburn d'ailleurs, le comédien. Mais bon, lui il avait des couteaux équilibrés, moi c'est les couteaux de ma grand-mère, évidemment je ratais tout. Mais je passais des après-midi entières, pour de vrai, je le dis dans mon spectacle, avec la musique des 7 mercenaires, il était une fois dans l'Ouest, et je m'étais collé réellement dans le petit talon de la tiaque, tu sais, c'est un petit déport. Ouais. Et j'avais pas les allumettes espagnoles, parce que c'était rare, il y en avait très peu chez mon père et tout machin, parce qu'elle était vieille. J'avais collé le grattoir, et donc je m'allumais comme il faisait. Mais tu regardes dans les 7 mercenaires d'ailleurs, et je parle beaucoup du cinéma. Ça a été interdit maintenant, mais tu regardes, j'en parle encore, Peaky Blinders, ils fument comme des ânes. L'enfer. C'est hallucinant. Alors, ça a été effectivement, même Lucky Luke a arrêté de fumer. On a enlevé la pipe aussi à comment il s'appelle, à Tati, Jacques Tati. Alors oui, ça peut être une honte parce que c'est une marque de fabrique, mais c'est vrai que quand t'étais minot, moi j'ai commencé à fumer, je le dis dans mon spectacle. En fait, pour les mecs, t'étais un cow-boy, t'étais un mec quand tu fumais, et pour les femmes, t'étais glamour. En fait, pour les femmes, t'étais tout simplement une femme rebelle. T'étais t'étais la beauté incarnée. Tu fumais, tu t'émancipais. Tu t'émancipais de la condition féminine, que ce soit Marilyn Monroe, que ce soit Audrey Hepburn avec les films cigarettes et tout. C'était le chic. Pour encore avoir une expression de jeune. J'aimerais bien qu'il revienne à la mode, ce mot, chic. C'est très chic. C'était le chic. C'est chic. C'est chic. Mais donc on fumait pour les hommes être un homme et pour les femmes être une femme. En tout cas, les cigarettiers ont très très bien fait parce que les cigarettiers finançaient le cinéma. Et maintenant, quand tu vois des fumeurs, ça te fait quoi ? Alors moi, quand je vois les fumeurs, moi je suis content de plus fumer. Mais vraiment le truc, alors très très important, que je dis pas dans mon spectacle parce que sinon c'est trop le mec qui sait. Ouais. Mais dans la méthode et dans la vraie vie et avec les tabacologues, il faut savoir que les capteurs nicotiniques qu'on enclenche quand on commence à fumer de la nicotine ou à fumer des puffs ou ce que tu veux, eh ben ces capteurs, ils se rétractent. Et donc moi, je n'arrivais pas du haut de mes 40 ans à arrêter de fumer parce que je me disais que j'allais avoir besoin d'une clope toutes les 5 minutes. En fait, c'était impossible pour moi. J'avais déjà essayé un peu à l'ancienne, comme je le dis dans mon spectacle, genre j'allais une soirée, je fume pas. Tiens, ce soir, je fume pas. Mon cul, ouais. Enfin, c'était une soirée horrible. Finalement, je fumais, j'étais pas bien, j'étais pas content de moi. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je dis, c'est qu'effectivement, au début, quand tu arrêtes de fumer, les capteurs nicotiniques se rétractent. Donc, au début, tu y penses, évidemment, pendant la première semaine, bah oui, toutes les demi-heures, voilà. Mais la semaine d'après, tu y penses toutes les heures. Et la semaine d'après, tu y penses une fois par matinée. Et il y a un moment donné où tu n'y penses plus. Et voilà, c'est mon cas. Et ça a été assez rapide, j'étais très très surpris. Moi, je pensais que j'allais... très très rapide, ça veut dire quoi ? Chacun a son... 4 mois. Ok. Et maintenant, quand t'as des cravings ? Non, j'en ai plus. Plus du tout. Ah non, mais plus du tout. Et non, des envies de fumer un peu ? Non, absolument pas. Absolument pas. Et je peux dire que... Alors attends, tu dis ça avec aplomb et je t'envie un peu parce que moi j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans et demi. De temps en temps, j'ai envie de fumer. C'est moins grave, moins intense, c'est moins impérieux. Mais n'empêche que je me dis de temps en temps, oh là là, il y a des clubs qui se perdent, quoi. Oui, alors ça, c'est encore Ça, une t'as fois... Non, parce que ça, c'est ce que Eric Serre, dans la méthode de l'ANCAR, explique. Et c'est là où elle est fantastique, cette méthode, c'est qu'il te fait arrêter de fumer sans culpabiliser. Il te fait arrêter de fumer en faisant comprendre que la cigarette n'est pas une récompense, n'est pas un plaisir. Ah non, mais j'ai plus envie de fumer. J'ai l'envie... Enfin, l'envie peut passer, mais je sais que je passerai pas à l'action. Alors, moi, dans mon spectacle, en fait, j'ai spoilé la fin, j'ai spoilé le début. Je commence pas dans le lycée, mais quand je le joue au théâtre, je commence, en fait, je suis caché derrière un paravent en tenue de mousquetaire, et le paravent tombe, parce que, en fait, je m'allume une clope, et donc, il y a un problème, et donc, je me retrouve sur scène en mousquetaire en train de fumer. Et c'est le début du spectacle, et donc là, je suis pris comme un con. Et effectivement, alors moi, je fume, quand je fais ça, des cigarettes sans nicotine, sans, tu vois, mais ça m'est arrivé de pas avoir ces clopes-là que tu trouves sur Internet et tout, et de fumer une vraie clope. En tout cas, tirer une taf parce que je l'écrase après. Bah oui, ben, je me demandais, je me disais, il l'a fait allumer par quelqu'un d'autre ? Non, il savait. Non, alors, quand c'est sans nicotine et tout, ça va. Mais la vraie clope, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de fumer, et ben, je peux te dire que moi qui fumais 2 paquets par jour, je parle pendant 1 heure dans le spectacle. Déjà, je parle beaucoup, là, ici, sur ton antenne, n'est-ce pas ? Sur mon antenne. Très jeune. Pardon. Je l'ai pas encore.
Oui, j'ai 75 ans. Et donc, je peux te dire que j'avais comme de la paraffine sur la langue. Je parlais pendant 1 heure, j'avais la bouche sèche. Et Wow. ça me faisait mal. Et pendant que je faisais le spectacle, je raconte tout ça et je me revoyais en train de fumer et je me dis, mais c'est ouf. Une taf, moi qui fumais 2 paquets, fais ça. Et donc, pour te dire, bah non, j'ai plus du tout. Non seulement j'ai plus du tout envie de fumer, et là maintenant je deviens un facho en plus avec les clopes. C'est que dès que ça fume, moi je côtoie des fumeurs, et bah, dès que ça fume à la maison, j'ouvre les fenêtres, quoi. Comme mon père qui fumait pas, j'ouvre les fenêtres, quoi. Non, mais les non-fumeurs, c'est les pires, quoi. Mais surtout les repentis. Les anciens fumeurs, je veux dire. Ouais. Et est-ce que c'est pas... Alors, moi, je subis un peu le fait d'avoir écrit un bouquin et faire un podcast sur ce thème-là. Dès qu'il y a des gens qui le savent et qui fument autour de moi, j'ai le droit à tout un discours de gêne, de pardon, de commentaires qui fait que moi, ça me met dans une posture où les gens vont se cacher de moi. Je suis là, en fait... Moi, dans le j'ai fumé quartier, pendant 20 ans, ben donc comment ça se passe pour toi? Moi, c'est pareil. Moi, plus qu'il jouait mon spectacle, j'habite Montmartre. J'ai commencé à jouer mon spectacle à Montmartre. Et donc, il y a des affiches, il y avait des affiches partout dans Montmartre. Et moi, je fréquente beaucoup les bars, les trucs comme ça. Et donc, je connais beaucoup de monde. Et les mecs, quand ils me fument, ils me font un petit geste, genre, monsieur fumeur, je sais que je vois. Et il y a des mecs qui arrêtent de fumer, j'ai arrêté. Voilà, tu représentes. Parce que. Et c'est ok? C'est pas trop lourd non, parfois? c'est chiant. Ouais, c'est... Non, moi je dis, je suis pas ton père, quoi. En fait, je m'en Mais fous. oui, c'est ça. Tu vois. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un fumeur qui passé la quarantaine ou la cinquantaine ne veut pas arrêter de fumer. Et toi, tu représentes celui qui a réussi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que la question qui revient la plupart du temps chez les fumeurs qui me connaissent, qui ne sont pas allés voir mon spectacle, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas du tout envie quand on parle de ça, ils me disent, ah, t'as pas repris? Et t'as réellement arrêté? Putain. Parce que c'est tellement dur. Non, mais il faut se mettre dans la peau d'un fumeur. C'est tellement difficile que, tu vois, le mec, il se dit, mais il a craqué, là, monsieur cigarette. Évidemment. Et tout. Et voilà, tu vis avec ça et c'est un peu chiant. Donc, on en rigole. Voilà, et bon, là, je me plie à l'exercice de l'interview. Mais j'en parle pas, généralement, quoi. Tu vois, là, maintenant, ça fait un petit moment que je fais ça. Puis, en plus, c'est vrai, dire à un fumeur qu'il doit arrêter de fumer, ça sert à rien. Donc moi, j'encourage les gens à déjà prendre conscience. En fait, mon spectacle, s'il peut mettre une petite graine dans la tête, voilà, de se dire... Parce que grâce à la méthode d'Eric Serre, je crois que je vais l'appeler après ton interview d'ailleurs, c'est des petites graines qu'il met. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu réalises que t'es pas OK, tu vois, avec ça. Il y a un truc qui va pas, ça cloche. Ça sonne pas bien, quoi. J'imagine que la plupart des gens qui viennent voir ton spectacle passent un bon moment et te font plein de compliments et te racontent plein d'anecdotes positives. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les fumeurs râleurs qui viennent te faire des remarques. C'est genre quoi? Non, les fumeurs râleurs, il y en a pas, c'est les punks. Ok. Non, mais c'est des... Comme j'étais, d'ailleurs. T'as pas des gens qui ont été obligés de venir... À mon spectacle, ils y vont pas. Non, mais je te jure, c'était là. En fait, je croyais, moi, que j'allais voir tous les fumeurs. Je me suis complètement gouré de public. Les fumeurs ne veulent pas venir voir mon spectacle. Ils veulent pas en entendre parler. Et ils me disent, oui, j'irai te voir. Oui, je sais, oui, tu joues jusqu'à quelle heure, jusqu'à quand, machin. Ils viennent pas. Souvent, c'est les conjoints qui viennent avec voilà, c'est ça. Voilà, le fumeur ou la fumeuse. Et non, j'ai pas bonne presse. Hein. J'ai dû même changer l'affiche et changer le titre du spectacle. Ah ouais? Au départ, ça s'appelait Confession d'un fumeur et j'avais une tête un peu énigmatique dans une volute de fumée à la Gainsbourg, qui était d'ailleurs volute de la Gitane, et avec un regard un peu particulier. Et en fait, on l'a changé en complètement fumé, avec une affiche où je ris. Parce que les gens, quand ils voient ça, les fumeurs, je me suis complètement gouré de public, le fumeur ne veut pas qu'on lui parle de la cigarette. Comme l'alcoolique n'a pas envie qu'on lui parle. Non, mais c'est clair, parce que j'ai essayé de me projeter en tant que fumeuse. Si j'avais entendu parler de ton spectacle, ça m'aurait pas intéressé 2 secondes, quoi. Mais même des copains, moi, quand je donnais des tracts, ils le retournaient. Ils me disent, ton spectacle, j'irai pas le voir. Putain, c'est fou. Et en fait, je me suis complètement gouré, tu vois. Mais en fait, c'est la puissance du truc. La puissance du truc, c'est que tu fais quelque chose, et j'en parle encore dans le télégramme de Brest, tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire. Et ça, c'est un truc, alors, encore une fois, qui est dans la méthode d'Alan Carr et d'Eric Serre, c'est que ta main fait ce que ton cerveau ne veut pas faire.
Et tu essayes de tenir, t'as ton paquet, tu le mets où tu veux et tout machin. Alors tu tiens. Bon, au bout d'un moment, allez, t'as tenu toute la journée ou la matinée, machin, tu t'allumes une clope. Donc ta main autorise à faire quelque chose que ton cerveau condamne. Et à partir de ce moment-là, tu fais semblant d'être sous les pavillons navals. En fait, c'est pas toi. Ce n'est pas moi qui fais ça. Et donc tu es en dichotomie complètement absolument terrible, c'est-à-dire que tu autorises quelque chose que tu t'interdis. À partir de là, tu deviens une merde. Et donc quand tu deviens une merde dans ça, ton cerveau, il le met dans la même case que tu es une merde dans ton travail, tu es une merde dans ta famille, tu es une merde dans ton couple. En fait, tu autorises. Ouais, tu es une merde. Et c'est horrible. C'est horrible parce que ça, tu ne le sais pas. Et c'est Eric Serre qui me l'a dit. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Je passe sous silence le fait que je m'allume une clope. Mais cette clope-là, dans ma tête, c'est un échec. Donc, voilà. Et tout ce qui se passe dans la tête du fumeur, et ça, c'est encore une fois dans le spectacle et dans la méthode, c'est à un moment donné, le fumeur, il est coincé entre la peur et la peur. C'est-à-dire qu'il a peur de continuer à fumer parce qu'il sait qu'il va mourir, et dans le même temps, il a peur d'arrêter. Parce que le cerveau range la nicotine et donc la cigarette avec tous les additifs qu'il y a en plus dans la même case que boire, manger, dormir. Donc en fait, ça devient une notion de vie, de survie. Donc continuer à fumer, c'est mourir, et arrêter de fumer, c'est mourir. Donc en fait, le fumeur est coincé entre la peur et la peur. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup des fumeurs. Et quand Eric Serre nous l'explique, en fait, tu enlèves un truc, tu dis, mais c'est vrai, il a raison ce con. Il a raison. Et c'est à force d'écouter pendant 4 heures un mec qui avait raison, et à la fin du truc, il dit, bon, écoutez, je sais que c'est pas simple, je vais vous sortir du labyrinthe, vous faites comme je vous dis. Vous posez pas de questions. Faites comme je dis. Et comme disait Gainsbourg, c'est une question, c'est absolument, ça ne fait rien. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Tu fais comme il dit. Et ben moi, il m'a sauvé. Je suis vivant grâce à lui. Enfin, peut-être j'aurais encore été vivant, mais voilà, je fume plus depuis depuis plus de 10 ans. Et alors, comme je te le disais, les bénéfices, c'est direct. Direct. Et moi, je vois les fumeurs, tous ceux, puis maintenant, comme je te le dis, je suis pas tout jeune, donc tous ceux qui sont mes potes, qui ont la cinquantaine, qui continuent de fumer, la toux, elle est particulière. Hein. C'est pas la toux de la bronchite. Et puis la bronchite, elle dure plus longtemps que la bronchite que t'as toi. Et comme me disait, une fois j'étais invité sur Europe 1 et sur une autre antenne que la tienne. Sur laquelle on fait la pub. Et j'étais avec des médecins, des cancérologues et tout. Et le mec, on attendait de passer à l'antenne pendant 20 minutes, on discutait. Et il me dit, j'ai beaucoup de femmes à qui je dois annoncer qu'à 40 ans, alors qu'elles ont un enfant, qu'elles sont épanouies, elles ont un métier, et ben elles ont un cancer. Parce que les femmes ont rattrapé les hommes dans la cigarette. Et il me dit, la bronchite chronique du fumeur, c'est une antichambre du cancer. C'est-à-dire que la bronchite chronique, moi je me souviens, quand je toussais, tu dis « Ah oui, oh, je fume, je tousse parce que je fume. » Non, tu tousses parce que tu fumes, mais en fait, tu es en train de préparer ton cancer. Ça, je le dis pas dans le spectacle parce que ça sert à rien de parler des maladies. Mais la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Encore quelques minutes. Je peux aller me coucher, s'il te plaît, maintenant. Simplement... Parce que j'adore cette interview est partie dans tous les sens. Le début des réponses et la fin de tes phrases correspondaient à plein de questions mélangées. Donc ce sera aux auditeurs et aux auditrices de faire leur... de faire leur propre résumé. L'un des arguments intéressants, c'est que tu n'es pas moralisateur et c'est important pour toi de ne pas l'être. Comment résumer en cette interview tu sais que moi, mes auditeurs et mes auditrices, ce sont... Maintenant 65 ans, merci. Ce sont des gens qui sont en train d'arrêter de fumer, qui ont un craving, et au lieu de prendre une clope, ils essayent tout et n'importe quoi, et ils se retrouvent éventuellement à écouter un épisode. Et donc là, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, eux qui ont un craving et qui savent plus comment négocier? Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le craving, il dure à peu près 30 secondes.
Cette montée que tu as d'avoir envie de fumer, si tu l'as... Alors, il faut la surpasser, non pas en se disant je tiens encore 5 minutes de plus, parce que ça, c'est un cauchemar. C'est la surpasser en se disant les capteurs nicotiniques sont... En fait, ce qu'il dit dans la méthode, c'est que tu as un petit monstre. Ça, je ne le dis pas dans le spectacle parce que c'est trop compliqué. Mais c'est la vérité, et c'est-à-dire que la nicotine ouvre des capteurs nicotiniques. Donc, à partir du moment où tu consommes de la nicotine sous n'importe quelle forme, hein, soit puff ou ce que tu veux, en fait, tu ouvres donc ces capteurs nicotiniques. Et alors, la nicotine a ça de fantastique, c'est qu'elle se nourrit de nicotine. Donc, plus tu fumes, plus tu as envie de fumer, c'est la beauté de la chose. Et donc, en fait, c'est-à-dire que tu ne penses que tu ne peux pas arrêter. Mais à l'inverse, moins tu fumes, moins tu as envie de fumer. Il faut garder en tête que ce n'est pas une béquille, la cigarette, ce n'est pas du réconfort, ce n'est pas du plaisir. C'est juste un truc dont il faut se débarrasser. Et on s'en débarrasse, c'était Mark Twain, grand écrivain également, qui avait cette phrase sur les addictions. C'était pas particulièrement sur la cigarette, juste l'alcool. Il disait l'alcool, ce n'est pas quelqu'un qu'on jette par la fenêtre, c'est quelqu'un qu'on jette dans l'escalier, marche après marche. Waouh. Merci Mark Twain. C'est vrai. Et c'est vrai, et il y a les tabacologues qui me disent ça aussi, ils appellent ça le vol du canard. C'est-à-dire que quand tu vois un canard s'envoler, le canard, tu sais, il s'envole pas tout de suite, il fait des espèces de petits flop-flops. Comme un diesel, quoi. Tu vois, voilà. Et en fait, ils disent ça pour dire que chaque moment où tu essayes d'arrêter de fumer, c'est efficace, c'est pas rien, même si tu reprends, c'est un petit pas que tu fais. Et on n'arrête pas de fumer comme ça du jour au lendemain. Et il faut vraiment garder en tête que ce n'est pas un plaisir, que ce n'est pas un réconfort. C'est juste il faut se débarrasser de ça. Et c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, au bout d'une semaine, déjà, on a moins envie. On y pense moins. Au bout d'un mois, on y pense encore moins. Et au bout de 6 mois, on n'y pense plus. Et c'est vrai. Trop bien, merci. Merci. Ah, et on a déjà dit de toi que tu manquais pas d'air. Bonne blague, il aurait fait un spectacle. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose là. Non, mais... je veux dire, alors pour les gens qui veulent arrêter de fumer, là je vais faire de la pub pour Eric Serre et Alan Carr. C'est une méthode qui marche à 65%. Ma tante, Martine Lelouch, a arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Mon pote Philippe, qui bouffait ses clopes, a arrêté de fumer. Ça marche. Je veux dire, c'est un truc, honnêtement, et je garderai le mot de la fin, c'est beaucoup moins difficile que je l'avais imaginé. Oui, ça c'est fou. J'ai interviewé une amie spécialement pour cet argument que j'avais jamais réalisé. Elle me dit, mais en fait, ce qui est fou, c'est que moi j'avais peur d'arrêter parce que je pensais que c'était difficile. Et le jour où j'ai arrêté, je me suis dit, mais il y a un complot. C'est beaucoup plus facile que prévu d'arrêter de fumer. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. J'avoue. Merci Mathieu. Je t'en prie. Tiens, cadeau. J'ai un cadeau. Ah, ça c'est cool. Bon, en même temps, t'en as pas besoin. Non, mais... Tiens, j'ai des stickers aussi. Oh putain, mais tu fais tout, toi. Mais ouais, t'as vu? Oui, yeah. J'ai 39. C'est les cheveux bleus. Non, c'est pas arrêté. Putain, j'avoue. Attends, mais on n'a pas parlé d'alcool, parlé tant pis, d'alcool. mais L'alcool. à un moment donné, j'ai arrêté l'alcool. J'espère que cet épisode vous a plu. Ah, et on est en janvier, non? Alors, bisous aux gens qui ont pour résolution d'arrêter de fumer. Et aussi, bisous aux gens qui n'en ont rien à faire des résolutions. J'arrête quand je veux, ok?